Durant mes voyages, il m'arrive de me retrouver dans des vieilles tavernes, des vieilles bâtisses de l'époque coloniale, avec des gros piliers, des gros socles, la peinture vieillie mais restée telle qu'elle. Et quand on regarde un petit peu les enluminures de l'époque, on se rend compte que rien n'a changé. Et parfois, je me demande si à l'endroit où je m'assois, il n'y a pas déjà eu un chercheur, un explorateur, un aventurier qui s'était déjà assis à cet endroit-là, qui attendait son rendez-vous avec un autochtone qui lui servirait de guide, d'interprète, ou juste pour échanger, discuter, comprendre certaines situations avant de partir à l'aventure, à la recherche de son Eldorado ou de son matériau rare. Je suis Ali Rakib. Mon métier est très divers. Le principe de base, c'est la sauvegarde des patrimoines immatériels de l'humanité, les traditions, les us et les coutumes. Bon, j'ai voulu chercher un modèle économique viable et universel et mixte, en fait, pour vraiment donner de l'emploi à tout le monde. J'ai commencé par penser au thé, j'ai pensé au poivre, j'ai pensé un peu tout. Et finalement, le textile m'a paru être le métier le plus universel et le plus adapté à mon projet. C'est un métier qui n'est pas tabou pour les femmes, par exemple. C'est un métier qui n'est pas seulement adapté aux pays riches. C'est un métier qui existe aussi dans les grandes villes comme Paris, Tokyo. Quand on veut aider l'humanité, on ne va pas seulement aider l'Afrique de l'Ouest. Il y a des gens qui meurent sous les ponts à Paris. Donc finalement, le textile, c'est ce qui m'a paru le plus adapté à mon besoin. Et c'est plus tard que c'est devenu une passion, c'est plus tard que je suis tombé amoureux des matières, des techniques, de la filature à la main, du tissage à la main. Je me suis retrouvé au Népal et c'est là que j'ai trouvé des gens qui avaient un savoir-faire mais qui, dans le meilleur des cas, fabriquaient des tissus, des lainages pour leur propre usage, mais qui, au-delà de ça, ne savaient pas trop comment manger grâce à ça et comment garder auprès d'eux leur jeune génération qui partent en ville pour aller travailler. Moi, je me suis rendu compte qu'en France, on avait le problème inverse, c'est qu'on avait de la demande de textiles rares et de savoir-faire authentique, mais on n'avait pas de solution, on n'avait pas d'offre. Alors nous sommes ici au Népal, au cœur de l'Himalaya, pour apporter de l'image, apporter un univers à la collection d'écharpes en laine de chameau qui est créée par Bangul. Donc c'est historique d'élever les animaux en Mongolie, au Tadjikistan, au Tibet, et d'envoyer les ballots de laine jusqu'ici au Népal pour la filature et le tissage, notamment dans cette banlieue ici à Patan. Katmandou est une ville folle, un peu plus folle que les autres. Toutes les grandes capitales du monde sont surpeuplées, très bruyantes, très polluées. Katmandou n'est pas une exception. Mais Katmandou est quand même constitué d'énormément d'ethnies différentes qui, avant les années 50, ne s'étaient peut-être jamais rencontrées. Au départ, moi j'allais vraiment chercher des artisans dans les montagnes. L'inconvénient, c'est que dans les montagnes, on n'a jamais de métier à proprement parler. On a des communautés qui vont aller chercher tout ce qu'il leur faut pour vivre, eux, et éventuellement pour aller faire quelques commerces ou des choses qu'ils ne peuvent pas fabriquer de leurs propres mains. Et moi, pour les aider, il fallait quand même que j'ai un minimum de régularité dans la création. Il fallait que j'ai un moyen de communiquer avec eux pour leur passer des commandes. Donc j'ai tout de suite vu que ce système, qui était trop loin à la source, trop en amont, ne fonctionnait pas et qu'il fallait un intermédiaire. Et j'ai rencontré Gabriela, qui tient justement cet atelier de filature à la main, de tissage à la main. J'ai commencé à travailler avec cet atelier il y a environ 5 ans, mais c'était des petites commandes très épisodiques. Et donc on a grandi finalement en même temps, on a grandi en parallèle, ce qui est très bien. C'est qu'au départ, j'avais pas trop de commandes à lui passer. Elle, ça l'arrangeait parce qu'elle mettait sur pied son atelier, elle commençait à former les artisans, donc ça lui coûtait de l'argent avant de lui en faire gagner. Et de fil en aiguille, on a fini par augmenter notre cadence. Et donc ça fait, j'ai envie de dire, 3 ans qu'on bosse vraiment à plein régime ensemble. Sur ce site-là, entre ceux qui préparent la laine, qui la filent, qui la tissent, qui font les teintures, il y a 19 personnes. Et dans l'ensemble du projet, il y a une quarantaine de personnes. Entre ceux qui bossent en back-office, ceux qui sont en déplacement ou des ateliers satellitaires. Je ne suis pas propriétaire des ateliers. Au contraire, je fais en sorte qu'ils restent indépendants. Il m'est même arrivé de financer des microcrédits pour que les ateliers puissent être propriétaires de leurs outils, de leurs métiers à tisser, de leurs ateliers, pour qu'ils puissent travailler avec d'autres clients, qui ne soient pas dépendants de moi. Et dans ce sens-là, il y a des gens qui vont être formés, des gens qui vont être engagés, des gens qui vont partir, des gens qui vont être en retraite ou changer de métier tout simplement. Mais j'ai envie de dire qu'il y a près de 250 ou bientôt 300 personnes dans les 35 pays où je travaille.
Donc ça peut être des ateliers comme ici où en tout il y a 40 personnes. Ça peut être un atelier comme en Bretagne où il n'y a qu'un seul tisserand qui s'occupe de tout. Donc finalement c'est très varié, c'est très divers. Mais à partir du moment où on apporte une autonomie financière à ces populations, que ça leur permet d'avoir un choix, de rester dans leur village, de rester dans leur maison s'ils veulent y vivre, et de par le fait de sauvegarder leur patrimoine immatériel, parce que c'est ça le but de ma société, la sauvegarde des patrimoines immatériels. Et du coup moi je suis satisfait. À partir du moment où on a un plan B pour les jeunes générations qui vont en ville pour étudier et qui finalement choisissent de revenir volontairement après réflexion à tête reposée parce qu'ils se rendent compte que la ville, parfois c'est violent, que la ville, parfois c'est des tentations, c'est de la drogue, c'est des métiers qu'on ne veut pas forcément faire et qu'on est obligé de faire, comme la prostitution ou d'autres. La ville, c'est la délinquance, la ville, c'est l'alcool, la ville n'apporte pas que des belles solutions. En apportant ce métier qui est le tissage, qui peut être installé à domicile, chez soi ou dans un village reculé comme on est ici à 40 minutes de Katmandou, ça peut être une solution, peut-être pas pour sauver le monde, mais en tout cas pour sauver pas mal de situations. La particularité de cet atelier, c'est le personnage de Gabriela, qui m'apporte finalement un regard et un système de communication que je connais, parce qu'elle est européenne. Ce qui n'empêche qu'elle connaît aussi la culture locale parfaitement. Et quand on travaille avec un expatrié qui est là depuis plus de 20 ans et qui parle 3 dialectes différents, là on a des informations beaucoup plus minutieuses du point de vue anthropologique. Alors moi en général ils ne me connaissent pas. Ils savent que j'existe, ils connaissent mon nom, ils ont entendu parler de moi. Par contre Gabriela c'est un petit peu la maman de l'atelier. Donc tout le monde la connaît, elle connaît tout le monde, elle passe voir les gens chez eux. Et c'est aussi ça qui fait que je bosse avec elle, c'est que quand on rentre dans l'atelier et qu'on voit la réaction des artisans, on sent qu'il y a quand même une joie de la voir. Alors j'ai décidé de mettre en place le système de Ambassador Working, travail basé à domicile, en observant la situation sociale des artisans à l'aide d'une ONG népalaise. Donc on a constaté que beaucoup de femmes tisserandes en fait n'habitaient même pas Katmandou, qu'elles venaient en car, en bus, et qu'il y avait une rupture, une fracture sociale entre la maman, la femme et le reste de sa famille. Elle ne voyait pas ses enfants grandir. On a décidé de tenter un coup, d'installer des métiers à tisser chez les tisserandes, dans leur village, dans les montagnes éparpillées autour de Katmandou, et de leur confier des tâches. Et on s'est rendu compte que pour certaines tâches comme la filature, il n'y avait aucun problème, parce qu'on n'a pas d'outillage à transporter. On a juste besoin de la matière première et du savoir-faire pour faire la filature à la main. Alors dans mon métier global, ce qui m'apporte vraiment du bonheur, de la satisfaction, c'est l'impression que ça commence à marcher. L'impression que les patrimoines immatériels ont une chance d'être sauvegardés. Après, je suis conscient que je m'attaque à un sujet qui est quand même très vaste. En ce qui concerne le Népal, c'est particulier. C'est le premier pays où j'ai commencé ce travail-là, à l'époque où tout était à faire, tout était à créer, à l'époque où je faisais beaucoup d'erreurs et j'ai beaucoup corrigé entre-temps. Et aujourd'hui, le fait d'y retourner, le fait de revoir des artisans, je me dis, il y a quand même du chemin qui a été parcouru. Et quand on s'éduque, quand on revient à la culture, quand on cherche à comprendre comment le monde est bâti, quand on a la curiosité d'aller chercher un peu plus loin, là on a peut-être une chance d'améliorer la sauvegarde des patrimoines immatériels. Il faut continuer à créer, il faut continuer à imaginer du monde, il faut continuer à dessiner, il faut continuer à rendre fertile notre créativité intérieure qui constitue finalement notre patrimoine immatériel.